Dans un premier temps, nous verrons comment finaliser le cycle de vente. Ensuite, nous détaillerons l'amélioration de l'expérience client grâce aux applications mobiles, comment fournir des solutions avec le CRM social et comment encourager le comportement souhaité grâce à la ludification. On parlera finalement des applications mobiles du CRM social et la ludification pour affilier à la marque. Lorsque les spécialistes du marketing réussissent à inciter les clients à agir, ils finalisent ce que l'on appelle le cycle de vente. C'est naturellement qu'ils mettent davantage l'accent sur cette partie du cycle de vente du parcours client. Ils ne devraient cependant pas sous-estimer l'importance de faciliter le passage du statut d'acheteur à celui de défenseur de la marque. En effet, très souvent, la perception erronée du cycle de vente consiste à se limiter à inciter le client à l'achat. Pourtant, la dernière étape, le passage du statut d'acheteur à celui de défenseur de la marque, est ce qui différencie le marketing numérique du marketing traditionnel. Dans l'économie numérique, le pouvoir d'engagement est amplifié par le foisonnement sans précédent des connectivités mobiles et des communautés des médias sociaux. La conversion des premiers acheteurs en prédicateurs fidèles implique de développer des actions d'engagement de la clientèle. Et pour ces actions d'engagement, on a 3 techniques. La première technique s'appelle l'utilisation des applications mobiles, les apps. La deuxième, c'est la gestion de la relation client. Et la troisième consiste en la ludification ou de l'anglais gamification. Finaliser le parcours client consiste notamment à améliorer l'expérience numérique par les applications. Savez-vous que la plupart des 100 premières marques mondiales utilisent maintenant les applications mobiles pour motiver les consommateurs? Alors, ces applications ont différentes fonctions. Tout d'abord, elles peuvent être lancées en tant que support de contenu, par exemple sous forme de vidéos, de jeux, ou elles peuvent utiliser des fonctions qui permettent aux consommateurs d'accéder à des informations sur leur compte ou effectuer des transactions. Elles peuvent même être intégrées dans l'expérience du produit et du service. Les applications mobiles permettent aux clients d'interagir sans difficulté avec les marques. Ils ont aujourd'hui leur marque en poche. Attention cependant, ces applications mobiles doivent garantir la confidentialité des données personnelles en respectant un garde-fou, l'anonymisation. Évidemment, cette anonymisation exige de respecter 3 étapes dans leur développement. Première étape, déterminer les cas d'utilisation. Sur base des résultats d'une étude de marché, il s'agit d'identifier les difficultés rencontrées par les clients, en particulier dans l'expérience de leurs produits et services, et à partir de là, préciser les réponses auxquelles l'application va répondre. Deuxième étape, concevoir les fonctionnalités et l'interface utilisateur. Ici, il s'agit de développer le concept SOLOMO, c'est l'acronyme pour Social Emplacement et Mobile, qui désigne généralement l'ensemble des applications sociales locales et mobiles du marketing digital. Les applications réussies possèdent souvent des fonctionnalités de collaboration et de partage social, des fonctionnalités de localisation, l'emplacement, et des fonctionnalités mobiles en tant que telles. D'où l'idée de l'acronyme SOLOMO. L'étape suivante consistera à s'assurer que l'interface utilisateur est utilisable même par des personnes qui ne sont pas habituées à ces applications. La simplicité de l'application est essentielle. Elle devrait être si intuitive que l'utilisateur ne devrait jamais en apprendre l'utilisation. Troisième étape, il est important de développer l'intégration du back-end. La plupart des applications ne peuvent fonctionner sans intégration d'un système de gestion. Elles n'en sont en fait que l'interface. C'est pourquoi il convient d'être attentif à intégrer les éléments nécessaires au fonctionnement de l'application, même ceux auxquels le client ne prête pas attention, mais qui sont essentiels à la bonne exécution de celle-ci. L'intégration implique généralement des services techniques et de back-office, les points de vente et en pignon sur rue, les autres canaux de communication et les partenaires. C'est le cas notamment par exemple d'une application en télémédecine. Elle se retrouve désormais quasiment à chaque étape de la relation patient-médecin.
Elle permet aux patients d'avoir accès à leurs données médicales. Les hôpitaux utilisent Internet ou les textos pour faciliter la prise de rendez-vous. La prescription électronique qui passe directement de l'ordinateur de médecin à celui de pharmacien est aujourd'hui obligatoire, notamment en Belgique. Les objets connectés, applications de santé, forums et communautés de patients sur les réseaux sociaux se développent, tout comme les applications qui permettent aux clients d'introduire, de corriger leurs informations personnelles. Tout cela en vue de créer une application mobile à destination des mobinautes. Il est possible, pour finaliser le parcours client, de fournir des solutions avec le CRM social. Le CRM social se concentre à la fois, comme un CRM, sur la collecte et la gestion des données statistiques des clients, telles que les informations sur les achats passés, l'historique des contacts et les données démographiques des clients, mais aussi, et c'est important, sur les données issues de réseaux sociaux, comme ceux de Twitter, X, Facebook, LinkedIn ou tout autre réseau social où l'utilisateur partage publiquement ces informations. Ce CRM social permet d'interagir avec les clients dans un environnement omnicanal, de suite l'influence sociale des clients, de comprendre comment ceux-ci parlent entre eux, en dehors de la communication formelle et directe avec l'entreprise. Ce CRM peut apporter énormément d'informations. Alors pour le distinguer du CRM classique, on l'appelle souvent le CRM social ou SCRM. Il est d'abord axé sur le client et donc c'est un changement majeur par rapport au CRM traditionnel. Car le CRM traditionnel, il est centré sur l'entreprise. Le CRM social va permettre aux clients qui débutent leur communication par une demande de renseignement via les médias sociaux. Le CRM social ne connaît pas d'horaire et peut rarement être automatisé. Les clients attendent des réponses instantanées et personnalisées 24 heures sur 24. La marque reste connectée en permanence via les réseaux sociaux. La marque devient un soutien plus important. De ce fait, elle a tendance à solliciter les clients pour qu'ils deviennent des défenseurs de la marque. Et on s'aperçoit qu'une marque qui a tendance à soutenir ses clients a 3 fois plus de chances que ses clients deviennent des défenseurs de la marque. Alors, quand utilise-t-on le marketing social, le CRM social? Le CRM peut être conversationnel et fournir des réponses instantanées, mais on peut aussi l'utiliser à plusieurs moments. D'abord, pour écouter la parole du client. Les marques peuvent tirer des enseignements des conversations générales qui se produisent sur les médias sociaux à leur sujet. Une deuxième utilisation, c'est on va impliquer la marque dans les échanges. Les entreprises peuvent assigner une équipe pour commenter et influencer les conversations afin d'obtenir des résultats plus favorables. Et un troisième cas d'utilisation, c'est traiter les plaintes qui pourraient conduire à des tensions. Les entreprises doivent fournir des solutions aux problèmes de clients avant que ces problèmes ne deviennent viraux. Donc, c'est en règle générale un dialogue entre marques et les clients, qui vont servir donc à écouter la parole du client, à impliquer les marques dans les échanges et à traiter les plaintes des clients. Pour réaliser ce CRM social, il existe 3 étapes. La première étape consiste à créer les moyens de détection et de réponse. Dans les médias sociaux, le volume des conversations peut devenir ingérable. En outre, tous les clients ne se renseignent pas sur la marque via les médias sociaux. Certains d'entre eux ne dialoguent qu'avec des amis sur les marques sans s'adresser directement à cette dernière. D'où l'intérêt pour un CRM social d'avoir un algorithme d'écoute sociale pour surveiller, filtrer et hiérarchiser les conversations en éliminant les inutiles. L'algorithme doit être conçu pour identifier les conversations utilisables, les cas où les marques peuvent s'immiscer dans la conversation et avoir un impact positif. C'est la première étape, créer les moyens de détection et de réponse. Deuxième étape, développer et responsabiliser les agents CRM social. En fait, un CRM social ne peut être entièrement automatisé. Les médias sociaux, par définition, par nature, sont des plateformes à interaction humaine. Ainsi, une marque qui a l'intention de développer une plateforme de CRM social doit recruter et doit développer du personnel formé qui peut la représenter avec un haut niveau d'empathie. Il s'agit de posséder une personnalité adaptée aux situations gérées et qui reflète les valeurs de la marque. Évidemment, si un membre du personnel se trouve en contact avec des clients particulièrement agressifs,
il est nécessaire qu'il soit formé pour pouvoir lever les peurs de ce client. Troisième étape, tirer parti de la participation communautaire. L'idée, c'est qu'à long terme, en répondant à toutes les conversations sur les médias sociaux, on puisse traiter les demandes des clients. Mais répondre à toutes les conversations à long terme, ce n'est plus possible. Un changement de mentalité sera nécessaire pour abandonner un CRM social traditionnel 1 à 1 et s'orienter vers un CRM social de plusieurs à plusieurs. Au lieu de s'engager dans les conversations elles-mêmes, les entreprises devraient y impliquer leurs partisans à titre bénévole. Ils joueront le rôle de défenseurs qui répondront aux commentaires négatifs, apportent une réelle plus-value et seront plus crédibles par leurs pairs et plus susceptibles d'être crus. Tout cela dans un but de créer un CRM social axé sur le client. Pour finaliser le parcours client, on peut aussi encourager le comportement à travers la ludification. Donc la ludification, de quoi s'agit-il? Ou gamification en anglais, c'est l'utilisation des principes du jeu dans des contextes autres que le jeu. Alors on va surtout l'utiliser dans deux cas particuliers, ce qu'on appelle les programmes de fidélisation et les communautés de consommateurs. La première forme de ludification va se retrouver dans les programmes de fidélisation comme ceux utilisés par exemple par les compagnies aériennes qui encouragent les consommateurs à utiliser la même compagnie pour tous leurs besoins de voyage. Les abonnés peuvent s'inscrire dans les programmes de vol fréquents pour accumuler des points, souvent appelés des miles, qui peuvent être échangés contre des déplacements aériens ou d'autres services. Pour motiver les clients à accumuler des points, la plupart des programmes proposent divers niveaux, plusieurs paliers, c'est important. Les paliers supérieurs, souvent appelés élites, sont associés à un statut supérieur qui accorde plus d'avantages. Deuxième utilisation de la ludification, c'est dans les communautés de consommateurs. Alors le principe est le suivant. Dans les programmes de fidélisation, le consommateur est récompensé par des points. Dans les communautés de clients, les consommateurs sont motivés avec des points de réputation, également connus sous le nom de badge. S'appuyant sur le contenu généré par les utilisateurs, par exemple, Google Maps identifie des Google Guides qui reçoivent des badges et des niveaux de compétences. TripAdvisor veille à recevoir régulièrement de nouveaux commentaires de haute qualité. D'où l'idée pour TripAdvisor de distribuer des badges. La même chose pour Google Maps de distribuer aussi des reconnaissances sociales. Ce qui est important dans la ludification, c'est qu'elle développe la responsabilité du client. Elle le responsabilise, surtout lorsque les récompenses sont accordées quand le client termine certaines transactions. Alors ça peut être l'achat plus régulier de produits ou le référencement d'amis. Puisque les privilèges sont attachés à différents paliers, les entreprises augmentent le niveau de récompense au fur et à mesure de l'engagement du client. C'est pourquoi il est important, quand on utilise la ludification, de bien cadrer le budget marketing qui est consacré, de manière d'une part à ce que les récompenses aient de plus en plus de valeur ajoutée, il faut qu'elles soient plus importantes au palier supérieur, mais aussi qu'elles soient bancables, c'est-à-dire finançables. Mais la ludification, n'oublions pas, s'inscrit dans la logique des technologies convergentes de l'économie numérique. La catégorisation du client en différents paliers aide les entreprises à se concentrer sur les clients les plus importants. Le but restant bien d'octroyer des privilèges en fonction des engagements du consommateur et d'augmenter ainsi sa responsabilisation. Si l'on veut réussir la ludification, 3 étapes sont importantes. La première étape consiste à définir les actions qui vont inciter le client à réagir. En fait, un programme de ludification peut viser plusieurs actions. Le principe, quand le client a terminé ses actions, il gagne des points. Les actions transactionnelles telles que les achats et les paiements représentent les actions les plus courantes. Plus un client achète, plus il reçoit de points. Dans les programmes de fidélisation, certains ajoutent en plus des récompenses complémentaires, par exemple de la nourriture ou des boissons gratuites. Certains peuvent recueillir une récompense parce qu'ils ont déclenché des références clients.
Les spécialistes du marketing peuvent également encourager les clients à effectuer des tâches non transactionnelles, comme motiver les clients à écrire des critiques. L'objectif de tout cela, c'est qu'on va inciter le client à réagir. C'est la première étape. Deuxième étape, il faut préciser les modalités d'inscription et les niveaux de participation. C'est important que le client sache dans quoi il s'engage et que les premiers points sont enregistrés automatiquement par le client, de manière qu'il acquiert, en effectuant son premier achat, déjà des points. Lors de l'inscription, le client est encouragé à effectuer des transactions supplémentaires pour accumuler des points. La plupart des entreprises utilisent divers paliers. Alors généralement, on retrouvera ces paliers entre bronze, argent et or, diamant ou d'autres choses pour mieux gérer les relations et les coûts. Les entreprises visent également à augmenter la valeur à vie du client en se concentrant sur les clients qui sont les plus précieux. Pour eux, on offrira des avantages supplémentaires. Cette hiérarchisation des clients permet également aux entreprises de suivre de manière structurelle la progression de chaque client en termes de valeur monétaire et niveau d'affinité. Quand si on réfléchit en termes de parcours client, les niveaux de palier atteints servent de repère quant à l'endroit où le client se situe entre l'action et l'engagement. Plus le niveau est élevé, plus le client est engagé, plus il est proche de devenir des défenseurs de la marque. Par conséquent, la hiérarchisation des clients permet aux entreprises d'identifier les groupes clients les plus actifs, les plus passionnés, et de les convertir en zélateurs de la marque. Et évidemment, ces niveaux de participation sont particulièrement importants. Et pour motiver continuellement les clients, il faut gérer les coûts. Certaines entreprises appliquent un mécanisme de pénalité qui permet aux clients de faire rétrograder leur niveau ou même de le réinitialiser. C'est le cas notamment dans les compagnies aériennes, quand au bout d'un certain nombre de mois, le client n'a pas répété certains actes d'achat, donc acheter un nouveau billet. Le but, c'est que le consommateur voit clair dans les critères de reconnaissance et de récompense. Ce qui fait que pour réussir ce développement de la ludification, cette troisième étape sera déterminer les critères de reconnaissance et de récompense, c'est-à-dire attribuer certains privilèges et récompenses auxquels les clients ont droit à chaque palier. Ces récompenses, c'est important qu'elles soient aussi instantanées, qu'elles puissent être utilisables immédiatement sans devoir attendre l'accumulation. En fait, c'est le principe de la carte de fidélité. Mais imaginons maintenant un vendeur de chaussures qui vous offre une paire gratuite après avoir acheté 50 paires de chaussures. Aucun consommateur ne sera intéressé parce que très peu de consommateurs achètent 50 paires de chaussures et sont capables d'attendre la 50e paire pour avoir la suivante gratuite. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a des stratégies qui consistent à distribuer gratuitement une récompense à l'achat d'un produit. L'exemple des chaînes de fast-food, que ce soit McDonald's ou Quick, qui offrent directement aux enfants un cadeau à l'achat d'un menu enfant. Quoi qu'il en soit, l'objectif reste d'orienter vers le comportement souhaité. Quoi qu'il en soit, le marketing tactique va aussi se caractériser par un marketing omnicanal pour renforcer l'engagement du consommateur. Concrètement, on va intégrer les médias et les expériences utilisateurs traditionnels numériques. On va développer le commerce mobile dans l'économie de l'immédiateté. On va faciliter le web repérage en magasin, c'est-à-dire que dans le magasin, on va utiliser la possibilité pour le consommateur de se connecter. Donc dans le magasin physique, on se connecte au magasin virtuel. On va encourager le furetage en magasin lors des achats virtuels, donc inviter lors du web roaming, donc la visite du point de vente virtuel, à venir voir ce qui se passe dans le magasin. On va optimiser l'expérience omnicanale en analysant les gros volumes de données, le big data, pour savoir comment le consommateur réagit.